Bonjour les amis. Eh bien, je vous propose de continuer notre petite réflexion sur les still life, les natures mortes. Et pour cela, j'ai choisi de vous parler d'un peintre que j'aime beaucoup, qui s'appelle Giorgio Morandi. Et j'ai choisi pour cela une nature morte de 1951. Mais j'aurais pu en choisir bien d'autres parmi les œuvres de Morandi. En effet, il en a fait des séries qui ont toutes un peu le même air que celles que vous voyez. Et je vous suggère d'aller les voir sur Internet, de faire une petite recherche, parce que je crois que ça éclairera votre ressenti et ça éclairera aussi les propos que je vais tenir avec vous. Donc là, on a une œuvre quand même pour avoir un support, mais je crois qu'il est vraiment intéressant d'aller rechercher un petit peu l'ensemble de son œuvre. Alors, quelques mots de Giorgio Morandi, qui est né en 1890 à Bologne, où il est mort aussi. C'est un homme solitaire qui se déplacera peu. Il va rester à Bologne l'essentiel de sa vie, à mener une vie calme, ordonnée, en compagnie de ses trois sœurs célibataires, dans un petit appartement. Et il enseignera également des cours de gravure à l'Académie des beaux-arts de Bologne. Il a dit « Certains peuvent voyager à travers le monde et ne rien voir. Il suffit de bien regarder ce que l'on voit. » On ne peut pas facilement identifier et rattacher Morandi à une école de peinture spécifique. Il s'est d'abord intéressé au mouvement du futurisme, qui est un mouvement né en Italie au début du XXe siècle, qui a débuté d'ailleurs en littérature, mais qui s'est ensuite diffusé vers la peinture et les arts en général. Ce mouvement exalte le monde moderne, en particulier la civilisation urbaine, les machines, la vitesse. Donc très vite, il s'en détache pour suivre sa propre voie, influencé par les grands maîtres qui l'ont précédé, comme Gréco, Zurbaran, Chardin et bien sûr Cézanne, qui est juste de la génération précédente. À Cézanne, il empruntera la monumentalité des formes et les zones géométrisées, portées par une grande densité de couleurs. Morandi développe une approche intime des objets grâce à une réceptivité particulière et à une sensibilité subtile. Les natures mortes sont la partie la plus importante de son œuvre, parfois déroutante, mais d'où émane une sorte de pouvoir magnétique. Elle demande à ce qu'on l'en regarde longtemps, très longtemps, sur un mode contemplatif. Il est intéressant de se pencher sur la manière dont Morandi réalisait ses still life. Les objets sont d'abord ordonnés avec soin sur une table dans l'atelier et sont facilement identifiables de toile en toile. Objets banals, bouteilles, vases, pots. Il les choisit précisément pour leur forme, leur volume, leur façon de transmettre la lumière. Parfois même il les fabrique. Puis il les regarde. Il les pose côte à côte, les déplace, travaille la composition avec une absolue précision. Le positionnement dans le cadre est fait avec un soin particulier, porté sur la géométrisation de l'espace et des formes. Il recouvre parfois les objets de plâtre blanc, ce qui les prive de transparence et les rend neutres, vidés de leur sens utilitaire, ramenés à la simple esthétique de leur forme. Un lent travail de maturation est alors mis en œuvre par le dessin et la peinture par reprises successives, superposition de couleurs faites d'une ample pâte avec des dégradés de gris d'une extrême sensibilité, qui parfois vont amener vers une sorte de délectation morose. Son travail est une longue recherche de l'essence de la forme, tendant petit à petit vers l'abstraction. Morandi a créé dans son atelier un petit théâtre légèrement incliné, ce qui lui permet parfois d'être en très légère plongée et inclinaison. Mais à peine, beaucoup moins que chez Cézanne, et surtout, il se place toujours à la même place, juste en face, sans multiplier les points de vue. En fait, peinture après peinture, seule la lumière varie, c'est elle qu'il veut attraper, comme les impressionnistes l'ont fait avant lui d'une autre manière. Au fil de ces still life, on voit apparaître et disparaître la lumière sur les surfaces lisses et parfois granuleuses des objets de son univers quotidien. C'est la plupart du temps une lumière assourdie, absorbée par les surfaces compactes des objets
et qui sculpte les formes. Au premier coup d'œil, l'œuvre peut paraître blanche, comme fanée, mais de tableau en tableau, on trouve une forme de coloration étonnante avec un toucher particulier, passant par les gris, les beiges, les blancs éclatants, les tonalités pâles, les plus douces, d'une grande subtilité, et parfois quelques taches de couleurs légèrement plus vives, un peu de vert, quelques bleus, des rosés. Sur la reproduction que vous avez sous les yeux, il y a 5 objets. Il peut y en avoir beaucoup moins, parfois 2 seulement. Mais ces objets ont toujours la même allure. Quand on voit une nature morte de Morandi, même si on ne sait pas quelle est de lui, on ne peut que le reconnaître. C'est un peu aussi la patte des grands maîtres qui arrivent à créer un univers particulier. Morandi est un peintre de la contemplation. Ses compositions strictes et formelles, avec ses objets immobiles et hiératiques, énigmatiques et quotidiens, donnent de l'épaisseur au temps. Il en émane un profond silence. Still life se traduit aussi par vie silencieuse. Cela produit une sensation de paix et de sérénité. La vibration des compositions de Morandi, son sens de la géométrie des objets, sa subtile utilisation des ombres, la récurrence de ses motifs, font dire à l'artiste de Chirico. C'est une métaphysique des objets les plus communs. On est dans une démarche de lenteur, de réitération, de contemplation, jusqu'à atteindre l'essence des objets, jusqu'à épuiser leur présence. Cette réflexion autour de Morandi me renvoie vers un texte de Xavier de Maistre, écrit en 1794, lors de son emprisonnement à la citadelle de Turin. Ce texte s'intitule « Voyage autour de ma chambre ». Il écrit « J'ai entrepris un voyage de 42 jours autour de ma chambre. Les observations intéressantes que j'ai faites et le plaisir continuel que j'ai éprouvé le long du chemin me faisaient désirer le rendre public. La certitude d'être utile m'y a décidé. » Et voici un petit extrait de son voyage. « Ma chambre, je la traverserai souvent de long en large, ou bien diagonalement, sans suivre de règles ni de méthode. Je ferai même des zigzags et je parcourrai toutes les lignes possibles en géométrie, si le besoin l'exige. » Et il conclut, le jour de sa libération, « C'est aujourd'hui donc que je suis libre, ou plutôt que je vais rentrer dans les fers. Le joug des affaires va à nouveau peser sur moi. » Je vous recommande également, si vous ne le connaissez pas, le très beau film de Victor Erice, Le songe de la lumière, en espagnol, El sol del membrillo, le soleil du coin, le fruit. Ce film de 1992 qui montre un peintre en train de peindre au fil des années, toujours la même chose, la lumière qui baigne les coins sur l'arbre de son jardin. Alors regardez les assiettes, les carafes, scrutez comment la lumière épouse leur forme et leur volume, installez-les, dessinez-les. Je vous propose un petit entraînement amusant. Choisissez un objet simple, une carafe, un vase. Sur une feuille, avec un stylo, un feutre, un crayon de couleur, la gomme est interdite. Dessinez-le, cet objet. Sur une deuxième feuille, dessinez le même objet en changeant de main. Sur une troisième feuille, dessinez-le encore, avec votre main préférée cette fois, mais sans lever le crayon de la feuille. Mais vous pouvez repasser sur des traits que vous avez déjà faits. Simplement, vous ne décollez pas le scripteur de la feuille. Sur une quatrième feuille, vous dessinez le même objet, les yeux fermés. Et ensuite, vous les regardez, vous les comparez, et vous vous demandez lequel vous préférez. Amusez-vous bien, les amis. À bientôt.